pour revenir à l'interview, François Perrier et Pira Olanier, dans les années 60-70, c'était des collègues, amis, très proches de vous, vraisemblablement, au niveau de cette conception de la pratique analytique. Pas pour tout, probablement, on ne peut pas dire qu'on n'ait jamais eu une unité, une conformité sur tous les points, non. On discutait. Oui. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, quand c'était à mon initiative et du temps de Lacan, d'ailleurs, où j'avais dû me battre pour publier ça, j'avais organisé un groupe où on faisait, voilà ce que j'avais trouvé, chacun faisait des communications dans le groupe, et il y avait suivi de discussions. Et puis nous l'avons publié dans le bouquin qui s'appelle Le désir interversion, qui, comme par hasard, est perpétuellement réédité. Enfin, c'est rare, d'ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, on voit bien que, alors, faisait partie de cette unité, apparemment, bien sûr, il y avait Pira, et il y avait Clavreul, il y avait Rosolato, il y avait Perrier, on était, enfin, 5 ou 6. Pardon? Ranov aussi. Non, je ne crois pas que 5. On voit bien à ce moment-là qu'on pouvait coexister. D'ailleurs, c'est très curieux, un de ceux qui a le plus regretté qu'on ne puisse pas reconduire cette entreprise, c'est Rosolato, qui chaque fois qu'il communique avec moi, il me le dit. Je dis, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Bon. Alors, on voit bien dans les discussions et les réponses, etc., qu'il y a des opinions qui ne sont pas forcément les mêmes. On n'est pas dans la pensée unique. Vous voyez? Donc votre formation d'analyste, c'est une formation de scientifique, de médecin? Non. Philosophe? Pardon? Philosophe, psychologue? Ma formation a été scientifique et philosophique à l'origine. Puis j'ai fait les deux. Ce que je voulais, et d'ailleurs je le referai encore. Donc dans ce courant scientifique et philosophique, entre les années 50 et 70... Ah non, c'était avant ça. Avant. Donc là, moi je suis de la génération de la guerre. Ouais. Et une partie de mes études, je les ai faites clandestinement, c'est-à-dire sous un faux nom. Mais vous avez dit que vous étiez de la génération de la guerre. Vous pouvez dire votre date de naissance, vous l'aviez donné pour une petite biographie. Oui, mais vous êtes trompé, vous m'avez rajeuni de... Ah bon? C'est pas 24? Non, c'est 22. Ah oui, en effet. Merci. Ben, c'est pas par hasard que moi j'ai entrepris des études dans des domaines très différents. Et même j'en ai fait d'autres encore, mais qui n'étaient pas des études à proprement parler, amenant à des diplômes, quoi. Oui. Et ça, j'ai tout de suite fait, ça, enfin, très tôt. J'allais dans j'étais à Toulouse, moi, pendant la guerre. J'ai passé la guerre à Toulouse et la région. Ben, j'allais à la faculté de lettres, à la faculté de sciences. Chaque jour, je faisais partie de laboratoires de biologie ou des choses comme ça. Vous voyez. Alors, on ne peut pas dire que ça intervienne directement et que c'était un choix que j'avais déjà fait. C'est après tout ça que, sortant de j'ai fait beaucoup de logique aussi. Donc là, il y a un pont. Voilà. Important. La logique et la logique. Philosophie et la science. Oui. Et au sens moderne du mot, que d'ailleurs j'ai pas abandonné. Et c'est après que je me suis orienté vers la psychologie, puis vers la psychanalyse. Alors j'ai entrepris là des études de psychologie après, là qui comportaient des diplômes, puisque je suis allé jusqu'à un doctorat. Et puis après j'ai opté pour la psychanalyse. Vous voyez. Mais c'était donc bien que je ne... Le doctorat, c'était sur la relation thérapeutique. C'est ma thèse. C'est d'ailleurs, on l'avait dit l'autre jour à notre entretien,
là que j'ai eu connaissance des travaux de Balint Voilà. et que je les ai donc traduits. C'était dans le temps de votre formation analytique, on pourrait dire. Qui commençait, oui, vraiment au début. Là, les premières analyses. Les temps de cela, non pas encore, mais ça va pas tarder. Là, j'étais encore à l'université, préparant mes diplômes de psychologie. Mais assez rapidement, après, j'ai entrepris l'analyse, donc une analyse personnelle, comme on dit, comme s'il pouvait y en avoir d'autres. Enfin, non plus. Et puis que après j'ai commencé. On vous voit intervenir dans le premier séminaire de Lacan. Là, Ah, mais là c'est bien avant ça. et oui, c'est ça. Ça, Là, c'est là, bien vous êtes avant. analyste. Là, Quand j'ai de la commencé société. cette formation, j'étais à la seule société qui existait à ce moment-là, à savoir la Société psychanalytique de Paris. Votre analyste était bien parcheminé. Le premier, c'était Parcheminet, donc qui était dans la liste de ceux qui, et puis j'avais choisi lui parce que c'est lui qui me paraissait, et en effet, le choix n'était pas mauvais, parce que les autres étaient pas tous très... Et là, on faisait des visites et on avait... c'était une comédie. Est-ce que le fait d'avoir été créé par un groupe et non par un seul fonde un principe démocratique particulier par rapport aux autres sociétés, par exemple? Bon, la première... C'est quand même assez rare qu'une société soit créée par un homme unique. celle de Lacan. C'est ce qu'il disait lui. Exemple, Lacan, seul comme je l'ai toujours été, tu parles, et il avait toute une troupe autour de lui, il avait une solitude vraiment partagée. J'ai jamais connu de société où il n'y avait qu'un seul créateur. Il y avait peut-être une figure dominante. Oui. Mais toutes les sociétés, mais là, pour la nôtre, pour notre groupe, à l'origine, on était trois. Ce qui n'est pas la foule quand même. Mais assez rapidement, on a été davantage. Vous aviez les mêmes désirs dans la formation de l'analyste, les mêmes exigences. Sur certains points de base, oui, pas sur tout. Mais on acceptait, on admettait la diversité. Les choses, non, pour ce qui est de la formation, les choses n'ont évolué qu'après. Il y avait certains principes, il y avait des choses qu'on refusait, par exemple. C'était, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, la sélection à tous les niveaux, la hiérarchisation, ça, on le refusait. Mais on n'était pas... la preuve en est que la première idée d'avoir une société où il n'y aurait que deux catégories, deux et deux seuls, était de Pierre Aulagnier. C'est-à-dire les membres officiellement et les participants. Et on a toujours voulu le maintenir. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir qu'une seule catégorie. Parce qu'il y a toujours ceux qui, tout en étant proches de nous et de nos travaux, n'ont pas encore voulu, ou n'auront même peut-être jamais la décision d'y adhérer de fait. Je les comprends très bien d'ailleurs, parce que les institutions, c'est pas quelque chose de délectable. Donc c'était la question de la formation avec la notion de processus, et non pas de cursus. Ça ne s'est fait que progressivement. J'y ai beaucoup travaillé, moi. C'est justement ce que je voulais dire. Dans les raisons qui me font dire maintenant, progressivement, pourquoi le quatrième groupe a survécu et continue à survivre et à évoluer. Alors, c'est parce que on a, j'y suis pour beaucoup, c'est vrai, mais les autres pour quelque chose aussi. On a élaboré des théories, et formulé des théories nouvelles dans la suite et l'évolution des théories de Freud.
Alors, je prendrai seulement 4 exemples de ça. Un, c'est la théorie du transfert et du contre-transfert, vu par Freud à la fin, auquel j'ai ajouté la matière du transfert, à savoir le transféré, donc j'ajoute quelque chose, puis l'accent sur celui qui transfère, d'où vient le transfert et sur qui il transfère. Même chose pour le contre-transfert. Il faut les impliquer directement ou référent. Vous voyez? Voilà. Deuxième point, par exemple, c'est la théorie freudienne d'origine des pulsions. Alors, elle a évolué, pas dans un sens, à mes yeux, quand j'en ai fait l'examen critique, très favorable, puisque partie des pulsions sexuelles, des pulsions du moi, etc., il en arrive vers la fin à une théorie strictement dualiste des pulsions, à savoir vie et mort. À quoi j'avais dit à l'époque, si toute la psychanalyse ça aboutit à opposer vie et mort, c'est vraiment pas la peine de passer par là. Alors, à cette théorie, j'ai ajouté, moi, la notion de pulsion de régression. Et donc, on a ajouté à la première théorie de Freud les pulsions de vie et pulsions sexuelles, la pulsion de régression, qui est implicite chez Freud, mais pas formulée comme pulsion, par exemple dans la régression temporelle. Voilà. Alors, ceci permet, à mon avis, de déboucher sur la pulsion de mort, mais pas en disant simplement la vie et la mort, c'est pas la même chose, et c'est même le contraire, mais que la pulsion de mort provient de la désintrication de la pulsion de régression aux autres pulsions qui peuvent être de vie, qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être des pulsions de régression aux différents stades, voilà, pour la pulsion. Et enfin, non, il y en a encore un autre exemple. Le troisième, c'est celui de la métapsychologie de Freud. Chose très importante, et qui donnait, pour comprendre, les 3 points de vue suivants: topique, dynamique et économique. Topique, c'est le lieu, dynamique, c'est le mouvement, économique, c'est la quantité. À quoi, moi, j'ai ajouté 2 autres points de vue, que je continue d'ajouter et de mettre en œuvre. C'est le point de vue épistémologique et le point de vue anthropologique. Donc, l'ajout, l'addition, voilà, l'évolution. Et enfin, on va prendre un autre exemple, parce que je pense que c'est tout ce fond qui assure la pérennité, parce que depuis lors, mais il a fallu du temps pour ça, ces vues elles ne sont pas toujours acceptées telles quelles, mais elles ne sont plus contestées par personne, y compris les gens. Voilà. Bon. Et puis, alors, il y a la nouvelle théorie du contrôle, parce que ça, il n'y en avait pas, que c'est nous qui avons fait, moi en particulier, c'est-à-dire qu'en prenant l'analyse 4e, la session interanalytique, dont l'interanalytique, le fonctionnement interanalytique et pas maître-élève, et la session habilitante, sur laquelle je préférerais maintenant la session d'adhésion. Mais bon, parce qu'habilitante est équivoque. Mais enfin, on l'a choisi comme ça, bon.